pour sa présence et puis vous tous qui avez participé à l'exercice à la fois nouveau et original consistant à parler des industries dans les Dropcom. Je vais dire un mot en introduction pour décrire les annales des mines pour ceux qui ne les connaissent pas et parmi nos auditeurs. Et puis ensuite, Hervé Mariton présentera le numéro et ensuite les différents intervenants seront à même de décrire leurs documents et ensuite nous aurons une discussion sur leur contenu. Les Annales des mines, tout d'abord, elles ont été fondées en 1794, ce qui en fait la plus vieille revue imprimée en Europe, et elles sont toujours tournées vers des enjeux d'avenir. Elles comprennent 4 séries, réalité industrielle, responsabilité environnement, enjeux numériques, gérer et comprendre. Et elles ont environ 100 000 lecteurs par mois. Réalité industrielle, c'est le canal historique qui traite d'enjeux économiques et industriels. À titre d'exemple, le dernier en date dont nous allons parler traite de l'industrie dans les Dromcom face aux grandes transitions. Les numéros récents ont traité d'automobile en mai, de l'accompagnement des entreprises en difficulté en février, de la filière hydrogène en novembre dernier et de la protection des données dans une économie globalisée, alors même que l'Union émet 5 cadres juridiques majeurs sur les échanges numériques. D'autres numéros à venir traiteront de la bioproduction, ça c'est en novembre, des enjeux de formation en février, de l'aéronautique en mai prochain. Responsabilité environnement traite quant à lui d'écologie, de développement durable, notamment d'énergie et de changement climatique, de prévention des risques et de traitement des crises. Sont ainsi parus récemment un numéro sur énergie et société, sur la rareté des matières premières à échelle mondiale, un sur le numérique et l'énergie, sur les enseignements de la crise sanitaire, sur les enjeux d'investissement de long terme pour répondre au climat et de l'adaptation au changement climatique. De futurs numéros traiteront de l'eau, ça c'est en octobre, du nucléaire en janvier, des industries propres en avril et de la forêt en juillet prochain. Enjeu numérique, quant à lui, traite de la transition numérique. À titre d'exemple, le numéro de décembre dernier résumait 4 années de parution sur les articles de coordinateur des premiers numéros, permettant de faire une synthèse globale et une prospective du numérique à long terme. Celui de mars parlait de la crise sanitaire et de son traitement vu sous l'angle numérique. Celui de juin des mondes virtuels, le métaverse et les autres. Celui de septembre des enjeux de souveraineté liés au numérique, et celui de décembre traitera des mutations des marchés induites par le numérique. Gérer et comprendre est quant à elle une revue scientifique dédiée à la gestion de façon transdisciplinaire. Elle est un espace de liberté, ouvert à des contributions de chercheurs, avec une qualité d'écriture que permet un comité de lecture qui est très impliqué. Elle fournit aussi des éclairages sur les études de cas très diverses, en même temps parfois que des numéros thématiques, comme celui de décembre 2022 qui était consacré à l'Afrique, ou ceux pour lesquels des appels à contribution sont ouverts sur l'inflation et la façon dont les entreprises réagissent dans un contexte qui est nouveau depuis 40 ans, et c'est en quoi ça modifie le management. Sur la quête de sens pour les salariés des entreprises, ou encore sur le coaching en organisation. Tous les numéros des annales sont accessibles gratuitement dès le début du mois de leur parution sur le site annales.org. Les annales sont ainsi dans leur rôle d'éclairer des enjeux structurels, économiques et industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management, au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent souvent leur sortie, comme celle d'aujourd'hui. Elles contribuent ainsi, nous l'espérons, à éclairer des enjeux sociétaux de toute nature et par là même à des débats démocratiques plus riches qui rendent possible ce qui est nécessaire. Hervé, tu as eu la gentillesse de préparer ce numéro et de le coacher, ce qui était une tâche remarquable. Je te laisse la parole pour le présenter. Merci beaucoup, Grégoire. D'abord, je souhaite remercier Grégoire Postelvinet d'avoir permis que cette édition de Réalité industrielle soit consacrée aux industries outre-mer et à leur transition. Merci, Grégoire, et merci à l'ensemble de l'équipe des Annales des mines et du comité de rédaction de la série Réalité industrielle. Je veux aussi, bien sûr, particulièrement remercier tous les auteurs qui ont permis de structurer cette édition, ainsi que les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui à l'occasion de cet échange. C'est quoi l'idée de ce numéro? C'est d'abord, dans le contexte des Annales des mines, série Réalité industrielle, d'aborder les questions des industries outre-mer qui sont rarement abordées dans les annales, et à la fois d'avoir ce regard, et d'avoir ce regard parce qu'il existe des industries outre-mer. C'est une interrogation qu'un certain nombre d'acteurs de la vie économique
peuvent se poser quand ils ne connaissent pas suffisamment les situations locales. Et je crois qu'il est important de camper et de rappeler cette réalité. Cette réalité est abordée dans les annales. Ce qui nous paraît important aussi, c'est bien sûr de tracer les évolutions, les forces et les faiblesses des industries outre-mer. Ce point sera abordé avec bien sûr les enjeux qui sont les enjeux de protection, les enjeux d'ouverture régionale. On a bien cela en tête. Quelle est l'entrée qu'on a imaginée pour aborder cette question des forces, faiblesses, des enjeux de protection, d'ouverture? C'est de prendre le sujet par l'évolution. Au fond, cette édition, à la fois, offre le rappel qu'il existe des industries outre-mer, elle dit un certain nombre de données sur ce qu'elles sont, et elle propose un focus plus particulier en termes d'évolution, de transformation, et avec tout particulièrement le prisme de la décarbonation. Il y a un autre enjeu que j'aurais aimé qu'on développe davantage, pour dire les choses, dans cette édition, qui est celui de l'adaptation à la taille des marchés. Outils de production, taille des marchés, en particulier l'enjeu de la miniaturisation, de la digitalisation de l'industrie 4.0. C'est un point qui me paraît important, que j'ai pu évoquer souvent à l'occasion de rencontres avec des industriels d'outre-mer, que ce numéro aborde relativement peu. Je crois que c'est un point qui sera important de poursuivre, à la fois dans les approches, peut-être à l'occasion de prochaines publications dans les annales, Grégoire, et en tout cas évidemment du côté des industriels. Voilà l'introduction que je voulais faire. Donc, interviendront à l'occasion de la présentation maintenant Aurélien Guilloux et Bruno Terrien, qui ont proposé un article sur les industries ultramarines, leurs contraintes, leur résistance, un panorama global. Aurélien Guilloux et Bruno Terrien sont à l'Institut d'émission des Outre-mer et à l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer. Merci à vous, messieurs. Le professeur Jean-François Hoareau, professeur à l'Université de La Réunion, sur le développement industriel réunionnais, l'état des lieux, menaces et perspectives. Donc là aussi une vision un peu macro avec les caractéristiques particulières d'un territoire qui est le principal territoire d'outre-mer, en tout cas par sa population et par son produit intérieur brut. Nous passerons ensuite la parole à Mathieu Bergot, qui est à la tête du cabinet Tabga. Mathieu a proposé pour notre édition un article sur la décarbonation, une chance pour les Outre-mer, contraintes et opportunités. Ce sera intéressant d'avoir l'analyse de Mathieu. Puis nous entrerons dans des présentations plus directement dans l'entreprise, avec la contribution d'Emmanuel Béchaud et de Fanny Poujoise, la production de rhum agricole en Martinique, objectif zéro déchet, neutralité carbone, c'est le titre de votre article, merci. Puis enfin, de la part de Marianne Claire, autour de l'article proposé sur le spatial en Guyane face aux enjeux de la transition énergétique. Marianne Claire est la patronne du Centre spatial guyanais au sein du CNES. Merci Marianne d'avoir répondu à notre sollicitation. Il y aura bien sûr ensuite, tout ça nous mènera jusqu'à la fin de notre séquence à 13h30, un échange à la fois entre les intervenants à la table ronde d'aujourd'hui et bien sûr un échange avec le public de la table ronde qui peut poser des questions par le chat qui est ouvert. Voilà, Grégoire, comment à la fois est venue cette édition des industries outre-mer et leur transition au sein de la série Réalité industrielle et l'approche de la table ronde d'aujourd'hui. Merci infiniment. Nous allons donc passer la parole sans plus attendre à messieurs Guilloux et Terrien de l'IEDOM. Messieurs, c'est à vous pour la présentation que vous avez préparée et dont je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. On va partager, si on y arrive, la présentation. Alors on n'avait pas l'autorisation pour partager la présentation. Il y a avoir un onglet partagé en dessous. Oui, tout à fait.
Mais alors simplement, quand on clique dessus et qu'on clique sur application, on revient sur nous ne pouvons pas afficher votre contenu partagé. Ah, Vérifiez que vous avez l'autorisation de partager du contenu. euh, Je vais essayer l'écran. On n'a pas On l'autorisation. peut partager ni l'écran ni l'application, à vrai dire. c'est fâcheux. Écoutez, dans ce cas-là, peut-être pouvez-vous la présenter de manière orale. Je suis désolé Ben, que ça ne puisse pas se faire plus facilement que ça. En tout cas, je ne sais pas si de votre côté, comme vous l'avez envoyé, je ne sais pas si... Je peux peut-être la partager. Oui, oui, faites donc ça. En tout cas, je peux commencer d'ores et déjà pour vous dire que dans cette étude, nous nous sommes attachés à présenter un panorama donc, des industries ultramarines avec pour objectif de répondre à au moins 3 questions. Quel est le poids de l'industrie dans les économies ultramarines? Quels sont les secteurs industriels les plus représentés outre-mer? Et quelles sont les spécificités de chaque territoire? Alors, on a adopté 3 approches complémentaires pour répondre à ces questions. Dans un premier temps, on a étudié la démographie des entreprises avec tout ce qui est notamment en termes de flux, c'est-à-dire de création ou de défaillance d'entreprises. Ensuite, on a adopté une approche en termes de poids de l'emploi industriel. Et enfin, on a analysé la création de richesses au travers de la valeur ajoutée et l'évolution des financements bancaires reçus par les entreprises industrielles ultramarines. Alors, le périmètre couvert, donc nous avons adopté une définition de l'industrie au sens large, c'est-à-dire qu'on prend en compte les industries extractives, l'ensemble des industries manufacturières, l'énergie, l'eau et la gestion des déchets. Et en termes de période d'analyse, nous nous sommes limités aux 10 dernières années, c'est-à-dire 2012, 2022 ou 2011, 2021, enfin, cela dépend des données qui étaient disponibles, en tant que période d'analyse. Donc, la première partie, je vais laisser la parole à mon collègue Aurélien Guillon. On va commenter essentiellement des graphiques qui sont présents dans notre note. Donc, vous pouvez retrouver aussi le diaporama représentait les graphiques qui sont dans la note. Donc, vous pouvez les retrouver directement dans le numéro des Annales des Mines si vous l'avez devant vous. Donc, on va commencer avec l'évolution des créations d'entreprises entre 2012 et 2022. On constate dans les Outre-mer que celles-ci ont augmenté, les créations d'entreprises industrielles ont augmenté de 3,7% en moyenne entre 2012 et 2022 dans les Outre-mer, contre une hausse nettement plus importante au niveau national, puisqu'elle a été de 8,1% chaque année en moyenne. Toutefois, il y a des disparités importantes d'un territoire à l'autre, puisque les créations d'entreprises ont progressé, par exemple, de plus de 10% par an sur la période à Mayotte. À l'inverse, en Guyane, les créations d'entreprises industrielles ont reculé chaque année en moyenne de 1,5% par an. Si on se focalise sur l'année 2022, on a eu à peu près 2500 créations d'entreprises industrielles dans les Outre-mer, ce qui représente 5,8% des créations totales d'entreprises. Donc c'est une proportion qui est relativement stable sur les 10 dernières années et qui est sensiblement identique à la proportion enregistrée au niveau national. Toutefois, un des faits marquants, c'est la proportion de création d'entreprises industrielles dans le Pacifique, qui est nettement plus importante, puisqu'on a environ 10% des créations d'entreprises qui sont dans le secteur industriel en Nouvelle-Calédonie, et 8%. Donc, pour la Nouvelle-Calédonie, ça en fait la région avec le plus de création, la part de création industrielle la plus importante, toute région française confondue. Et en Polynésie française, c'est 8%. Ensuite, notre article s'attache à regarder l'évolution des défaillances d'entreprises sur l'année 2022. Donc, on entend par défaillance les entreprises qui sont en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. Donc, en 2022, il y avait 170 entreprises industrielles en situation de défaillance dans les Outre-mer, soit environ 10% des entreprises en situation de défaillance, tous secteurs confondus. C'est une proportion qui est un peu plus importante qu'au niveau national, puisqu'elle s'élève à 7% en 2022 au niveau national. Un point intéressant à souligner ici, c'est le fait que ces défaillances ont très nettement augmenté dans les collectivités du Pacifique. Plus 46% de défaillances entre 2012 et 2022 dans le Pacifique, principalement liées aux entreprises calédoniennes, au territoire calédonien. À l'inverse, dans les départements d'outre-mer
Et au niveau national, on a une baisse de cette défaillance industrielle d'environ 30% sur la période 2012-2022. Voilà, je repasse maintenant la parole à Bruno qui va vous parler de l'emploi industriel. J'en profite, vous ne voyez toujours pas nos diapositives, je pense. Non, on a essayé de les passer directement, mais apparemment ça ne marche pas, je suis désolé. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, parce qu'en plus, on a essayé de les partager de notre côté, mais on ne sait pas si ça fonctionne, donc c'est pour ça que je me permettais de vous demander. Donc, ça ne marche pas, tant pis, on va faire sans. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons étudier donc, le poids en emploi des industries ultramarines. Et ça nous permet de dégager deux principaux résultats. En premier lieu, le poids des emplois industriels est inférieur dans les Outre-mer par rapport à l'Hexagone. Mais contrairement à l'Hexagone, ce poids n'a pas décliné au cours des 10 dernières années. Donc, en fait, en 2021, l'industrie représente 13% du total des emplois, soit environ un emploi sur 8, c'est-à-dire un peu moins que l'Hexagone qui est à 16%. Une part qui est restée stable au cours des 10 dernières années, comme je viens de vous le dire, et qui n'a reculé alors qu'elle a reculé de 2 points dans l'Hexagone. Alors, ensuite, il y avait un graphique qui permettait de présenter chaque région ultramarine et la position de chaque région ultramarine en fonction de la part des emplois industriels en 2021 et le taux d'évolution annuel moyen des emplois industriels entre 2011 et 2021. On avait donc l'ensemble des régions ultramarines et aussi les régions hexagonales. Et ce qui était intéressant, c'était de constater que parmi les 9 régions France entière qui ont progressé en termes d'effectifs industriels, en termes d'emplois industriels, parmi donc les 9 régions, on en retrouve les 6 régions ultramarines que sont les Antilles-Guyane, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Donc ça illustre bien, si j'ose dire, cette résistance des emplois industriels dans les Outre-mer, contrairement à ce qu'on a pu observer sur la même période au cours des 10 dernières années, donc sur l'Hexagone. Alors ensuite, on a analysé les emplois détruits ou créés par secteur industriel dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. En fait, sur les 10 dernières années, il y a 9000 emplois qui ont été créés, donc ce n'est pas négligeable dans l'ensemble des Outre-mer entre 2011 et 2021. C'est l'agroalimentaire qui arrive au premier rang, à la première place, avec 3600 emplois créés environ, suivi de l'énergie aux déchets avec 2000 emplois, les autres industries et la réparation, installation de machines avec 2000 emplois également, et enfin la métallurgie avec environ 1600 emplois créés sur les 10 dernières années. Les seuls secteurs industriels où l'emploi a diminué outre-mer sont le bois-papier, l'industrie des plastiques et la fabrication de produits informatiques et électroniques, mais dans des volumes assez faibles. Si on regarde maintenant, si on analyse à 2021 la répartition des emplois industriels, c'est donc à nouveau l'agroalimentaire qui arrive à la première place, qui représente 30% des ensembles des emplois industriels dans les Outre-mer, soit 12 points de plus que ce qu'on observe dans l'Hexagone. En deuxième position, c'est l'énergie aux déchets, avec 19% des emplois industriels, soit 10 points de plus que dans l'Hexagone. Puis vient les métallurgies avec 16%. Alors, on a fait également, donc ça c'était la ventilation pour l'ensemble des Outre-mer. On peut évidemment faire le même exercice territoire par territoire. Et donc, ce que l'on observe, c'est que le poids de l'agroalimentaire est particulièrement important dans les Antilles, à La Réunion et en Polynésie française, entre 29 et 38% des emplois industriels. Et la situation très particulière, mais qu'on comprend évidemment très facilement, de la Nouvelle-Calédonie avec la filière nickel, qui se distingue avec un poids de la métallurgie et des industries extractives extrêmement importants. Pour la métallurgie, par exemple, il représente 37% de l'ensemble des emplois industriels, soit le triple et même plus du triple de ce qu'on observe dans les autres bassins atlantiques ou indiens. Enfin, dans une troisième et dernière partie, on s'est attaché à analyser la progression de la valeur ajoutée, donc la création de richesse des secteurs industriels. Donc, globalement, on observe que la valeur ajoutée progresse à un rythme similaire par rapport à celui de l'Hexagone. Mais en fait, ce résultat est un peu faussé dans la mesure où il intègre un effet de composition sectorielle. Et donc, je vais en détailler tout de suite cela. Et donc, on observe que finalement, pour un secteur donné, un secteur industriel donné, la valeur ajoutée a progressé plutôt moins fortement dans les Outre-mer que dans l'Hexagone sur les 10 dernières années.
Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce différentiel, mais l'un des facteurs qu'on a identifié, c'était notamment le retard en termes d'équipement par salariale des entreprises, ce qui nous a permis de rebondir sur la nécessité pour les entreprises industrielles d'investir et aussi de nous conduire à analyser l'évolution des financements bancaires des entreprises industrielles. Donc, d'une façon générale, comme je vous le disais, la valeur ajoutée des entreprises industrielles a progressé en moyenne par an de 2,1% au cours des 10 dernières années, soit un niveau très proche de celui de l'Hexagone, qui est à 2,2%, donc vous voyez que c'est très équivalent. Alors après, on observe des disparités assez grandes selon les territoires. Mais si on décompose cet écart donc, global entre les taux de croissance des Outre-mer et de l'Hexagone en deux effets distincts, c'est-à-dire un effet relatif à l'écart de taux de croissance proprement dit pour un secteur donné et un effet de composition sectorielle, on constate qu'en fait, pour l'ensemble des Outre-mer, on a un taux de progression de la richesse créée par l'industrie ultramarine qui est inférieur à celui de l'Hexagone, de près de 0,5 points de pourcentage. Mais cet effet, donc ce différentiel en termes de taux de croissance de la valeur ajoutée par secteur, est compensé par le fait que les Outre-mer sont plutôt plus spécialisés dans des secteurs où la valeur ajoutée progresse plus vite, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. Donc en fait, cet effet un peu négatif sur la progression de la valeur ajoutée par secteur est compensé par une meilleure spécialisation des Outre-mer, en tout cas une spécialisation des Outre-mer dans des secteurs industriels où la valeur ajoutée progresse plus vite. Donc du coup, eh bien, je vais laisser la parole maintenant pour la conclusion et pour les dernières présentations à Aurélien. Oui, donc je vais revenir sur un des derniers constats qu'on a pu faire dans notre article, qui était de constater qu'il y avait un certain retard d'investissement dans les secteurs industriels, puisque tous les secteurs industriels ultramarins se caractérisent par un montant d'équipement moyen par salarié inférieur à celui qui est observé dans l'Hexagone. Et donc, pour répondre à ces besoins d'investissement, on a analysé l'évolution de l'encours bancaire, donc des financements bancaires à destination des secteurs industriels, depuis 2008. Et là, on constate que ces financements bancaires ont très nettement augmenté dans les Outre-mer, puisqu'on a une hausse de 6,6% par an en moyenne de l'encours à destination des secteurs industriels dans les Outre-mer, soit une progression nettement plus importante qu'au niveau national, puisque la hausse de l'encours à destination des secteurs industriels au niveau national est de 2,1% chaque année en moyenne. Donc en 2021, si on s'arrête sur l'année 2021, on constate que l'encours bancaire à destination des secteurs industriels est de 4,4 milliards d'euros, soit 9% de l'encours bancaire total, secteur marchand et secteur non marchand confondus, soit donc 9% contre 5,6% uniquement en 2008. Donc on voit une très forte montée en puissance des financements à destination des secteurs industriels. Au niveau sectoriel, les financements bancaires sont principalement destinés au secteur électricité, gaz, vapeur et air conditionné, puisque 44% des encours industriels sont destinés à ces secteurs. Et 33% des encours industriels sont destinés aux industries manufacturières. Pour vous donner un ordre de comparaison, au niveau national, c'est 62% de l'encours industriel qui est destiné aux industries manufacturières. Donc on va s'arrêter là peut-être pour notre présentation, pour respecter les temps qui nous avaient été donnés. On pourra revenir plus en détail sur les compositions sectorielles ou les détails au niveau d'une géographie en particulier, si vous le souhaitez, dans un second temps. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, c'était très riche comme présentation et que vous m'entendez là? Bon. Donc c'était très riche et qu'en même temps, les effets sectoriels sont déterminants pour montrer les divergences que vous avez montrées ou les stabilités, en particulier que le poids de l'agroalimentaire doit être aussi pour quelque chose dans ce que vous avez décrit. On pourra peut-être y revenir dans le détail tout à l'heure. Je vais passer la parole au professeur O'Haraud, si tant est qu'il soit effectivement en ligne. Est-ce que c'est le cas? Professeur, est-ce que vous nous entendez? Ah. Bon, alors, on va avoir un problème à...
Ah, voilà. Voilà. Juste son micro. Son micro est coupé. Votre micro est coupé. Ah, on vous entend. Ça a marché un instant. Ah, vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai un gros souci en termes de contact parce que je suis enregistré en mode invité. Et donc, du coup, mon micro, effectivement, est coupé et ma caméra aussi, apparemment. Normalement, c'est rétabli. Donc, le micro est rétabli, mais pas la caméra. J'aurais tendance à dire que c'est pas bien grave si on ne me voit pas. Je vais peut-être Ça essayer serait quand même préférable. On va tâcher de essayer de vous permettre de... Je vais essayer peut-être de partager déjà mon document si je peux. Oui. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui. Enfin, il va... oui. Voilà. Ça marche. Bon, bah écoutez, je pense que... Alors, je m'excuse d'abord pour le... Alors, je suis dans un environnement où, comme par hasard, depuis ce matin, il y a des travaux à côté, donc je m'excuse par avance du bruit que ça peut occasionner. Donc, je vais essayer voilà, d'être assez rapide sur ma présentation, donc qui porte sur le modèle industriel réunionnais, avec vraiment une approche un peu historique et contemporaine. Enfin, j'essaie de mélanger un peu les facteurs historiques et contemporains pour expliquer pourquoi l'industrie réunionnaise est comme elle est aujourd'hui. Et effectivement, on peut en fait avoir pas mal d'espoir sur le développement futur de ce secteur pour une petite économie insulaire comme la Réunion. Alors, comme vous savez, alors je vais essayer de faire défiler. Voilà, vous me dites s'il y a un souci. Donc, je suis sur la première diapo sur justement le contenu un peu historique. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que notre industrie, en fait, repose vraiment sur la collision de plusieurs événements temporels importants. Bien sûr, le passé colonial joue un rôle important puisqu'il il laisse encore des traces dans la structuration de notre modèle industriel. Mais sans oublier ensuite effectivement le choc de la départementalisation et notamment, on le verra un peu plus tard, le choix de l'import substitution qui va permettre de faire évoluer notre secteur, à mon sens, dans la bonne direction. Alors oui, effectivement, il suffit simplement de regarder un peu encore la structure de notre industrie pour voir que l'histoire pèse encore, a laissé des traces indélébiles, notamment sur le modèle industriel en lui-même, puisque, comme vous le savez, le pacte colonial a en fait figé quelque part le sous-développement de l'industrie hors sucre. Donc, il y avait vraiment un choix délibéré de mettre l'accent sur l'industrie sucrière, avec en plus le monopartenaire métropolitain et européen aujourd'hui dans ce domaine. Et donc, cette stratégie, en fait, a aussi conduit au blocage de tout le pan industriel hors sucre. Et avec donc justement des conséquences relativement importantes, notamment en termes de dépendance par rapport aux importations de biens manufacturés, bien sûr, mais aussi de biens alimentaires. Et bien sûr, cette relation, je dirais pas quasi exclusive, parce que c'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais ça l'a été à l'époque, mais une relation encore très, très fortement ancrée avec le partenaire métropolitain et plus généralement l'Union européenne. Donc, alors là-dessus, donc oui, donc il y a déjà un problème d'incitation au développement industriel au départ, et l'arrivée de la départementalisation dans les premiers temps de la départementalisation va en fait reproduire cette logique. Voilà, donc on va toujours faire le choix en fait de mettre l'accent sur l'industrie sucrière, toujours alors cette fois-ci avec l'Union européenne, avec tout un tas de dispositifs qui vont être mis en place pour soutenir ce secteur, avec des prix garantis, des marchés réservés. Vous connaissez mieux que moi l'OCM Sucre. Et donc, ça, bien évidemment, ça va inciter notre secteur industriel à rester, en tout cas dans les premiers temps, focalisé sur ce secteur sucrier. En plus, l'autre volet de la départementalisation, qui est vraiment axé sur la rente administrative, donc l'arrivée massive de transferts publics, qui aura pour conséquence directe de doper en fait
le niveau de vie de la population réunionnaise. Et bien évidemment, cette amélioration du niveau de vie va trouver une conséquence directe dans l'augmentation de la consommation domestique. Et cette consommation domestique, bien évidemment, ne trouvant pas sur le sol réunionnais d'offres adaptées pour apporter une réponse, va se diriger vers les importations, ce qui va effectivement expliquer une explosion des importations dans les premiers temps, encore une fois, j'insiste, dans les premiers temps de la départementalisation. Donc on va arriver à la fin des années 70, début des années 80, vers vraiment un modèle dépendant, en fait, que ce soit sur le partenaire, donc avec la France hexagonale et plus généralement l'Europe, en termes de structure des flux, puisque on est encore sur un modèle industriel vraiment dédié aux exportations d'un produit agricole tropical qui devient au fur et à mesure du temps peu rémunérateur avec le sucre. C'était un peu moins vrai pour le rhum, mais c'est vrai qu'avec le sucre, le prix, en fait, vous regardez, alors j'aurais peut-être dû mettre une courbe des prix, mais c'est vrai qu'on a le prix du sucre qui a tendance à baisser au fur et à mesure. Donc, c'est une filière de moins en moins rémunérateur pour les professionnels. Heureusement qu'il y a des dispositifs de soutien. Et puis, bien évidemment, une dépendance par rapport à un secteur de l'import-distribution très puissant, puisque nous n'avons pas, en tout cas jusqu'au début des années 80, de production locale suffisamment développée pour justement répondre à ces importations accrues. Alors, vraiment, je pense que la rupture, enfin moi, à mon sens, la rupture, elle arrive au début des années 80, avec cette stratégie d'import de substitution qui va être mise en place. Donc l'idée, c'est de produire localement ce qu'on avait l'habitude d'importer, avec bien sûr toutes les difficultés qui caractérisent une petite économie insulaire. Et c'est ce qu'on a vu dans les premiers temps de cette stratégie. On s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas que l'histoire qui joue, et qu'il y a aussi la géographie, qu'il y a aussi un contexte économique qui fait que développer un secteur industriel de grande dimension sur un territoire comme la Réunion, c'est extrêmement compliqué puisqu'on doit relever un certain nombre d'handicaps structurels qui sont hérités, qui sont associés à la condition même de petite économie insulaire. Et on ne peut pas effectivement relever ces handicaps si à côté, on ne joue pas quelque part la carte de l'accompagnement de ce développement industriel. Et c'est ce qui a été fait. Donc l'Union européenne, dès les années 80, a reconnu en fait ce contexte structurel très compliqué. Et effectivement, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, qualifiés par certains de protection, par d'autres de compensation, mais en tout cas des dispositifs qui jouent un rôle, qui ont joué un rôle et qui continuent à jouer un rôle essentiel dans le développement du secteur industriel réunionnais. Donc, je vous ai mis sur la diapo, je pense que vous connaissez ça mieux que moi, j'ai mis sur la diapo un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, regroupés dans deux catégories, les soutiens, l'investissement productif et les aides agissant sur le compte d'exploitation. Et il y a effectivement un certain nombre de dispositifs qui concernent directement le soutien du développement industriel. Alors là, la situation actuelle, en fait, moi, j'ai l'habitude de la qualifier en fait de réussite. Alors même s'il ne faut pas exagérer effectivement ce constat, puisque le secteur industriel pèse encore assez peu finalement dans le PIB de la Réunion. On est aux alentours des 4-5%. Mais ce que l'on voit, ce que l'on constate, en tout cas si en plus on compare par rapport à ce qui se passe au niveau hexagonal, c'est que nous sommes dans une situation d'industrialisation. Voilà, si on peut employer ce terme-là, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur où le nombre d'emplois augmente de façon constante et de manière significative sur les 15-20 dernières années, contrairement à la métropole où effectivement on assiste à une chute des emplois dans le secteur industriel. Et puis on est surtout sur même une part, alors c'est vrai que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée est encore assez faible, on est aux alentours je vous disais des 4-5%, mais depuis, en fait, sur la période récente, il n'y a pas de dégradation. Voilà, contrairement à ce que l'on peut voir au niveau du territoire hexagonal, on est sur une situation qui a plutôt tendance à se stabiliser, même lorsque l'on retire le côté industrie extractive et qu'on se concentre effectivement plus donc, sur l'industrie manufacturière et tout ce qui est transformation, industrie agroalimentaire. On est effectivement sur une situation qui s'est stabilisée on va dire, sur les 15 dernières années. Alors, donc, ce qui est, à mon sens, encore plus encourageant, c'est qu'on est sur un secteur qui est en train de se diversifier. Alors, oui, c'est vrai, l'industrie agroalimentaire représente encore
on va dire, c'est un poids encore très important dans la création de valeur ajoutée du secteur industriel. Mais malgré tout, on est en train de relever le défi de la diversification. Donc, vous voyez, donc effectivement, il y a l'industrie agroalimentaire qui continue à peser, mais à côté de ça, il ne faut pas négliger notamment le secteur des équipements fournitures, le bâtiment, l'énergie, l'environnement, et puis surtout avec le développement de ce secteur, on a aussi des entreprises, enfin des services aux entreprises qui commencent à se structurer et à venir en soutien à ce secteur industriel. Donc, vous voyez, donc c'est quand même, si on prend, et moi j'insiste là-dessus parce qu'on a malheureusement souvent tendance à se focaliser uniquement sur les effets directs, et on oublie souvent qu'un secteur comme l'industrie, ça génère tout un tas d'effets induits et indirects, hein, et donc il y a plein de secteurs en fait qui fonctionnent autour de ce secteur industriel, et si vous prenez en compte en fait tous ces effets, on est quand même à près de 15% du PIB territorial qui repose soit directement, soit indirectement sur l'industrie. Et en termes d'emploi, on est quand même à plus de 50 000 emplois directs et indirects, à peu près 24. Hein, ça dépend des instituts, on n'a pas forcément des chiffres stabilisés à ce niveau-là, mais on va dire qu'on est aux alentours des 23 000, 24 000 emplois directs et le double probablement sur des emplois indirects, donc ce qui représente quand même, on va dire, enfin, c'est quand même un secteur qui malgré tout contribue à la création de richesses dans notre territoire. Alors, ce qui est plus intéressant à mon sens, hein, c'est que de partir sur ce message un peu de confiance et de voir ce qu'on est capable de faire à l'avenir, comment pousser encore plus loin ce secteur industriel. La première chose à faire, ouais, si on a mis en évidence un certain nombre de contraintes structurelles qui, au départ, ont rendu compliqué le développement de l'industrie, c'est parce qu'on a mis en évidence la nécessité de mettre en place des dispositifs de compensation. Et la première chose à faire, c'est de protéger ces dispositifs de compensation. Voilà, les handicaps structurels, ils sont toujours là, ils seront toujours là. Il y a besoin de défendre, en fait. Alors, pourquoi je vous dis qu'il y a besoin de défendre? Parce qu'on voit bien que dans le contexte récent, on est plutôt dans un mouvement un peu inverse. Hein. On voit que ça revient ici et là. On commence à remettre en question quelques dispositifs, hein, notamment l'octroi de mer. Moi, ça m'inquiète beaucoup quand j'entends quelques réflexions où il faudrait revoir le dispositif en accusant l'octroi de mer de tous les maux, et notamment de la vie chère. Mais si demain on supprime l'octroi de mer, je pense qu'on peut faire une croix sur les 24 000 emplois directs et les 52 ou 53 000 emplois, peut-être pas directs, hein, sur les emplois indirects, peut-être pas tous, mais en tout cas, tous les emplois qui sont directement rattachés à ce secteur risquent de disparaître, et toute la valeur ajoutée qui est créée aussi par cette activité. Donc je pense que la première chose à faire, c'est déjà effectivement d'être capable de défendre ces dispositifs qui sont loin d'ailleurs de compenser tous les handicaps structurels. Hein. Donc ça a déjà été prouvé par plusieurs études. Bien évidemment qu'il faut défendre la compétitivité. Alors défendre la compétitivité de ce secteur, c'est aussi de peut-être mieux gérer un certain nombre de postes. Hein. Donc moi, c'est ce que j'ai appelé la stratégie de mutualisation des ressources. Et donc effectivement, je pense qu'il y a sur un certain nombre de postes, les entreprises du secteur peuvent très bien s'associer pour notamment faire des gains de coûts. On pourra en revenir si vous voulez, mais je pense que ça ne sert à rien de développer davantage. Et aussi peut-être, oui, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, mais je pense que c'est l'avenir de l'industrie. On appelle ça l'industrie 4.0. Alors je ne sais pas si le terme est très bien adapté. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, notamment les outils du numérique et de la robotisation sont devenus vraiment des outils très porteurs pour développer donc l'industrie dans des petits territoires, hein, comme celui de la Réunion. Donc je pense qu'il y a vraiment un élan à donner dans ce sens-là. Bon. Alors, à côté de ces histoires de compensation, de protection, de démarche de compétitivité. Alors, s'il y a un défi, effectivement, à relever, je pense qu'il est fondamental, celui-là, je suis conscient que c'est très compliqué, c'est le défi de l'internationalisation. Voilà, donc alors je travaillais encore avec un de mes doctorants il y a 2 jours de ça, et effectivement, force est de constater que la Réunion fait partie des territoires les moins internationalisés de France. Il y a vraiment un souci à ce niveau-là. Et je pense que l'avenir, enfin en tout cas vraiment
il n'y a pas forcément que ça, mais en tout cas, l'avenir de l'industrie se trouve du côté des marchés externes. Donc, il faut effectivement qu'on soit capable de transformer notre industrie qui a été pensée pour la substitution, donc qui a été pensée pour les marchés locaux, en une industrie capable de s'exporter et capable d'aller conquérir effectivement des niches d'exportation, que ce soit sur les produits ou le savoir-faire. Voilà, l'exportation, c'est pas que l'exportation de marchandises, on peut très bien aussi exporter des services et du savoir-faire. Et je pense qu'on a pas mal de choses à faire valoir de chez nous. Alors que ce soit dans l'industrie agroalimentaire ou même dans, je vous ai mis 2 exemples, mais c'est pas forcément exhaustif, ou dans la filière construction durable en milieu tropical. Voilà, je pense que on a développé des compétences qui sont certaines aujourd'hui dans ces domaines-là. On a en plus la chance que, alors on critique souvent les normes européennes, mais au moins dans ces 2 secteurs-là, les normes peuvent être transformées en avantages et donc conquérir des nouveaux marchés à ce niveau-là. Bien sûr, alors ça c'est une idée que je défends. Alors, je ne suis pas le seul à porter cette idée-là. C'est bien sûr la création d'une zone franche douanière, fiscale et sociale pour le développement international. L'idée, alors moi j'ai en tête le modèle mauricien des années 70-80 qui ont réussi à développer leur industrie du textile, notamment sur ce type de modèle, attirer des capitaux chinois pour les Mauriciens, et ça a permis effectivement de doper l'industrie textile mauricienne. Alors nous, ça ne serait pas sur le textile, mais sur bien d'autres choses, bien évidemment, mais l'idée c'est de créer quand même des conditions favorables pour attirer un certain nombre d'entreprises qui vont véritablement jouer la carte des exportations. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est à mon sens important. Et puis bien sûr, s'internationaliser pour une entreprise, c'est pas simplement exporter, c'est aussi investir. Alors oui, donc l'idée c'est pas simplement de faire venir des entreprises sur notre territoire, mais c'est aussi d'être capable d'inciter nos entreprises à aller peut-être investir aussi sur d'autres territoires. Donc c'est des investissements directs, mais en mode sortie cette fois-ci. Et pourquoi pas s'associer à nos voisins dans la région pour justement faire des projets de joint venture, par exemple, pour aller conquérir justement de nouveaux marchés avec la création d'un fonds d'investissement. Alors je termine juste sur le dernier. Voilà, donc c'est juste pour voilà, là aussi sur l'import-substitution, on peut aussi aller un peu plus loin en défendant notamment le principe de souveraineté, que ce soit la souveraineté alimentaire, l'autonomie énergétique ou l'écologie industrielle et territorialisée, notamment sur la gestion des déchets industriels. Voilà, je pense qu'il y a plein de secteurs qu'on peut développer. On a plein de compétences dans un certain nombre. Il faut les faire valoir et je pense qu'il faut vraiment jouer aujourd'hui cette carte d'ouverture et donc de conquête des marchés externes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé roboratif et plein d'espoir et en même temps dynamique qui portait sur ce que peut apporter le numérique et aussi les enjeux énergétiques, ce qui m'amène d'ailleurs au point suivant et à l'exposé de M. Bergot sur la transition énergétique. Et donc, vous avez la parole. Merci de votre présence et de votre article. Oui, merci beaucoup. Je vais juste savoir si vous nous voyez dans la table ronde ou pas, pour savoir si je fais des gestes ou si c'est pas fait. Non, vous voyez une icône, une Marianne, c'est tout. Alors, bon, c'est pas grave. Donc, je vais tenir dans la durée. 3 points, en fait. Un point sur le contexte, aujourd'hui, de la décarbonation et de la question énergétique et climatique. Un deuxième point sur l'avenir, ce qui nous attend et là où on va. Et un troisième point sur en fait, le présent, comment y aller, comment on pourrait tirer profit de ce contexte et de cet avenir. Alors sur le contexte, je ne reviens pas sur les éléments liés à la situation économique des Outre-mer, sur un rattrapage qui ne s'est jamais fait et qui manifestement ne se fera jamais. Je vais parler surtout de la question de la transition. Donc aujourd'hui, on parle de transition, c'est un mot assez, je dirais, assez soft pour parler de ce qui est en train de se passer. En fait, ce qui est en train de se passer est quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement violent. Moi, je parle beaucoup plus d'une transformation, puisqu'on passe d'un monde qui s'est nourri, voire gavé, de plus de 80% d'énergie fossile pour se construire. Tout ce qu'on a autour de nous a été construit grâce à ça. Et il faut absolument qu'on passe à un monde où... il faut absolument qu'on passe à un monde où cette part d'énergie fossile est suffisamment faible pour être absorbée ou séquestrée par la nature ou par les hommes. En tout cas,
il faudrait diviser par, mettons, 4 ou 5 la quantité d'énergie fossile. C'est une véritable révolution, et c'est une révolution qui concerne, alors je précise, souvent on parle de l'énergie électrique, on pense souvent au solaire, on dit chouette, dans les Outre-mer, il y a souvent du soleil, on a des atouts, certes, mais la transformation ne concerne pas que l'énergie, loin s'en faut. Elle concerne aussi le bâtiment, l'industrie, la mobilité, l'agriculture. En gros, c'est les 5 secteurs qui permettent en gros de décrire là où on en est. Et cette transformation, autant sur le continent, honnêtement, on ne sait pas encore très bien où on va. Il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a des objectifs européens, moins 55% en 2030, etc. Les objectifs sont relativement fixés. La manière d'y aller est encore peu claire. Et les gens qui analysent vraiment ce qu'on fait et la rapidité avec laquelle on décarbone sont souvent extrêmement alarmistes en disant qu'on ne fait pas du tout ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Ça, c'est sur le continent. Je dirais que sur les îles et les quasi-insulaires comme la Guyane, c'est bien pire. La problématique est bien supérieure, puisque en plus de tous les problèmes auxquels doit faire face le continent, il y a la question de l'insularité, la question de la dépendance, bien sûr, économique, énergétique, alimentaire, la question de la ZNI, zone non interconnectée, donc avec une production électrique qui doit être forcément locale et non pas mutualisée avec des voisins. Et puis une question aussi de biodiversité à protéger, et par-dessus tout ça, zéro ressource fossile. À la limite, tant mieux. Donc, je vais parler un peu de l'avenir, ce que j'appelle un peu le nouveau monde, par rapport à l'ancien monde dans lequel nous échangeons aujourd'hui. Ce nouveau monde, il est en germe, il est en préparation, et bien sûr, il ne s'agit pas de faire table rase, bien sûr, hein, il faut s'appuyer sur l'ancien. Il y a quand même, heureusement, énormément d'atouts qui ont été déployés dans le monde actuel, qui vont nous permettre d'avoir le maximum de résilience par rapport à ce qui nous attend. Je voulais citer de manière incidente, parce qu'on ne peut pas détailler ici, mais tout ce qui est numérique peut permettre, si c'est bien maîtrisé, si ça ne sert pas uniquement à faire des jeux en ligne stupides ou des choses comme ça, mais si c'est bien utilisé, à résoudre des problèmes. Récemment, je lisais, juste en anecdote, mais une société qui arrive à décarboner le chauffage des bâtiments en optimisant de manière radicale, en divisant par 4 ou 5 parfois l'énergie qu'il faut pour les chauffer, en utilisant l'intelligence artificielle. Donc on a quand même des atouts, ne soyons pas alarmistes là-dessus. Mais je dirais qu'il y a 3 aspects du nouveau monde qui sont extrêmement prenants. Le premier, bien sûr, c'est l'énergie plus rare. L'énergie sera plus rare, certainement, parce que le pétrole, le charbon, le gaz, finalement, c'était beaucoup trop puissant et trop facile. Si on veut les substituer, bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire, mais il n'y a pas de solution unique, en tout cas pas pour le XXIe siècle. Une énergie plus rare a un aspect très positif, c'est qu'elle pousse à rechercher le bien commun, à hiérarchiser les usages, à se dire finalement qu'est-ce qui est vraiment utile pour nous, pour notre vie, et de quoi pouvons-nous nous passer. Le deuxième point de ce nouveau monde, c'est une autonomie renforcée. Les problèmes à résoudre sont tellement importants que les problèmes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion ne peuvent pas être traités, bien sûr, en centrale. Il faut que, localement, les énergies locales se déploient au niveau entrepreneurial, au niveau organisation, pour pouvoir y faire face. Ça n'empêche pas qu'il y ait un État irréprochable sur les fonctions, je dirais, régaliennes, notamment d'éducation, j'y reviendrai, ou sur la sécurité ou ce genre de choses. Mais l'entrepreneuriat local doit avoir les moyens d'agir s'il veut faire face à ce qui attend ces territoires. Et le troisième point, je dirais, c'est une proximité avec la nature. La nature a été un petit peu mise à mal, on le sait, à l'ère industrielle. On s'en est un petit peu passé, on se dit on a du pétrole, donc on peut faire plein de choses, on peut faire plein de routes, on peut construire comme on veut, on peut même polluer, si on ne le voit pas, c'est pas très grave, si on le voit, on essaie de le cacher, etc. Mais finalement, la proximité de la nature, ça implique une meilleure gestion des déchets, de l'eau, je ne parle pas de Mayotte aujourd'hui, mais de cette ressource d'eau, de l'économie circulaire, etc., etc.
La proximité de la nature, finalement, va nous ramener aux choses essentielles et va nous permettre aussi de nous rassembler sur ce qui est vraiment important pour nous. Alors maintenant, troisième point, je reste dans mon timing, les conséquences. Les conséquences pour aujourd'hui, je vais juste citer 3 aspects parmi bien d'autres. Le premier, je dirais que c'est sur la mobilité. Vous savez que la mobilité est l'aspect qui est probablement le plus difficile à décarboner. Que ce soit la mobilité terrestre, maritime ou aérienne, ça résiste, il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver. Mais il y a quand même des choses à faire, et pour les faire, il va falloir s'organiser, et s'organiser différemment de précédemment. Par exemple, pour la mobilité, vous avez des distributeurs automobiles qui s'engagent sur l'éco-conduite. Ça peut vous paraître bête, mais l'éco-conduite bien menée permet d'économiser jusqu'à 10 à 15% du carburant utilisé. À l'échelle d'un territoire, c'est énorme. Vous avez les notions de covoiturage, les notions de pistes cyclables sécurisées. Moi, je fais partie de ceux qui militent pour qu'il y ait des centaines de kilomètres de pistes cyclables sécurisées déployées dans les territoires pour donner enfin le choix, l'alternative d'une mobilité à la fois douce et peu coûteuse. Enfin, il y a les biocarburants qui sont une voie qui reste intéressante à condition d'avoir la biomasse, et la biomasse sera probablement maritime avec les algues. Le deuxième exemple, c'est sur l'autonomie. L'autonomie, alors, pas le temps de parler de la gouvernance actuelle des territoires d'outre-mer. On peut constater que ça ne marche pas toujours très bien, c'est une litote. Il y a probablement des choses plus intelligentes à organiser en maillant mieux ce que l'État sait faire très bien, ce que la collectivité sait faire très bien pour apporter des compétences, apporter une sorte de meilleure collaboration qui permet de mieux organiser une autonomie supérieure. Et enfin, troisième exemple, la nature. Je vais donner un exemple très frappant. Il y a une opération qui s'appelle Opération Plage Propre, qui existe un peu partout, notamment en Martinique, qui rassemble très régulièrement des tas de gens qui ramassent des déchets sur des zones, des plages, etc. C'est une expérience qui est très enrichissante pour ceux qui le font, moi-même je l'ai fait, très joyeuse et très fédérante. Donc je pense que la nature, si on lui donne sa vraie place, permet de rassembler des gens qui sinon ont tendance à plutôt être dans leur coin, les coins réservés par la société de consommation telle qu'elle s'est développée jusqu'à maintenant. Et en bonus, avant de conclure, je voudrais quand même parler des jeunes. Aujourd'hui, rien ne se fera sans les jeunes, sans leur formation. Rien ne se fera si on n'arrive pas à motiver des jeunes à s'engager pour ces territoires, au lieu de les extraire ou de les inviter à s'extraire dès qu'ils ont le bac en poche et à partir ailleurs et à revenir. Il y a un enjeu énorme éducatif, à la fois jusqu'au bac et je dirais dans l'enseignement supérieur. Pour conclure, il me semble que la bonne nouvelle pour les Outre-mer, c'est cette notion de leadership. La taille des territoires et l'ampleur des enjeux fait que ces territoires peuvent se mobiliser et probablement atteindre un certain leadership sur la question de l'énergie. Parce qu'au fond, il s'agit d'une question d'énergie, une question de substitution de l'énergie fossile, une question de libération d'énergie locale et une question aussi de l'énergie à retrouver en se fondant sur la nature. Et la question, c'est quand? C'est maintenant. C'est pas dans 30 ans qu'il faudra réagir. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé et puis pour cette plaidoirie pour une gestion partiellement décentralisée des sujets, en bénéficiant finalement de ce qui était auparavant un handicap, c'est-à-dire l'énergie plus chère qu'ailleurs, mais qui permet justement de développer des solutions alternatives, et aussi pour ce qui est de l'utilisation des solutions liées à l'agroalimentaire local. Nous allons maintenant passer à un autre exemple qui est fourni par Fanny Pougeoise et puis M. Péchaud. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez afficher le... Sinon... Vous trouvez ou pas? Dans ce cas-là, passez-lui le PC avec la présentation dessus. Plus facile.
pas venir au niveau des On transmettra aux participants les Ok. présentations pour que vous puissiez en bénéficier tout de même. Désolé pour le bug, parce que pour certains d'entre vous, ça n'a pas marché, mais au moins nous allons bénéficier du ROM. Si vous tournez d'ailleurs dans l'autre... Non, vous ne pouvez pas. Après, ouais, ça va être un peu Oui, non, petit. ça va être trop petit, c'est Ouais. pas grave. Allons-y comme ça. Donc nous, on a rédigé un article qui avait pour thème la production de rhum agricole en Martinique, objectif zéro déchet et neutralité carbone. Donc pour rappeler un peu le contexte, le rhum agricole, c'est vraiment un marqueur identitaire de l'outre-mer français. C'est un secteur majeur de l'agroalimentaire, mais aussi du tourisme. Et les champs de canne sont vraiment omniprésents dans le paysage martiniquais. On a à peu près 4000 hectares de canne à sucre en Martinique et il y a 80% de cette surface agricole utile qui est en AOC. Donc l'appellation d'origine contrôlée nous garantit une qualité du produit et donc l'excellence du rhum martiniquais. Mais aujourd'hui, les consommateurs ne s'arrêtent pas plus qu'à la qualité du rhum, mais veulent aussi que les entreprises s'engagent. Et donc la distillerie de Fontprévy qui produit le rhum JM est déjà engagée depuis plusieurs années dans ce sens. Et on a donc développé notre démarche RSE qui s'appelle EDEN, qui veut dire engagé pour le développement durable de nos écosystèmes et de notre nature. Donc je vais en discuter un peu plus tard. Au niveau du contexte de la distillerie, donc pendant les 10 dernières années, on a eu vraiment un défi par rapport à l'augmentation de notre production. Donc en orange, ça représente la courbe qui concerne la distillerie. Ah bon, on voit le diaporama. Super. Je l'ai mis de mon côté. Ah, super, merci. Donc en orange, ça concerne l'augmentation de la production de la distillerie et en bleu, c'est la moyenne martiniquaise. Donc de 2010 à 2022, on est passé de 4000 tonnes de canne à sucre broyée à 24 000 tonnes. Concernant la production du rhum en lui-même, on est passé de 400 000 litres à 2 300 000 litres de rhum produit. Donc des augmentations d'environ 400%, ce qui est énorme. Et qui dit augmentation de la production, dit forcément augmentation des déchets. Du coup, diapositive suivante. Dans notre process donc pour produire du rhum agricole, on va retrouver à plusieurs étapes des déchets. Donc quand la canne à sucre arrive à la distillerie, on va la broyer, car on veut récupérer le jus de canne. Là, on va avoir le premier déchet qui s'appelle la bagasse. C'est vraiment le résidu fibreux de la canne à sucre. Ensuite, ce jus va rentrer en fermentation. Donc, on a les levures qui vont transformer le sucre en alcool. Une fois que tout le sucre est transformé en alcool, on obtient du vin de canne, donc le jus de canne alcoolisé. Ce vin de canne va passer en distillation et on obtient notre rhum à 72 degrés. Donc, c'est vraiment pour simplifier le process. Dans ce vin de canne, on a 5% d'alcool. Donc, finalement, sur tout le jus produit, on va obtenir 5% de rhum à 72 degrés et le reste va être de la vinasse, donc du vin de canne sans alcool, qui représente quand même 95% du jus produit. Donc c'est vraiment un énorme déchet qui a forcément augmenté autant que notre production de rhum. Et aussi pendant l'étape de fermentation, on a un déchet de cuve qui est produit. C'est donc des levures mortes avec d'autres déchets qu'on peut retrouver dans la canne. Et donc la vinasse, elle est composée à 90% d'eau. Donc c'est énorme et il a fallu vraiment se poser la question de comment recycler cette vinasse pour récupérer l'eau. Et donc il a fallu innover et se réinventer. Donc dans l'article, on s'était posé comme problématique comment la distillerie Fontprévy a pu concilier les problématiques environnementales avec l'augmentation de sa capacité industrielle. Donc ça a été vraiment nos défis pendant ces 10 dernières années. Et nous, on a répondu par ça grâce à l'économie circulaire où on a valorisé chaque coproduit qui avant étaient des déchets et qui sont maintenant des coproduits afin de rendre au milieu naturel une part de ce qui a été prélevé. Donc le premier déchet dont je vous ai parlé, donc aujourd'hui coproduit, qui est la bagasse. Historiquement, la bagasse est utilisée pour la chaudière, c'est le combustible de la chaudière. Chaudière qui permet de produire de la vapeur qui sert pour le moulin qui va broyer la canne à sucre et aussi qui sert pour la distillation. La vapeur permet d'extraire l'alcool, voilà, c'est dans le processus de distillation. Ça va représenter seulement un tiers de notre bagasse totale qu'on va produire.
Le reste va être vendu donc à Albioma, qui est une usine de production d'électricité en Martinique. On va aussi en donner à une start-up qui s'appelle Emerald, qui produit des panneaux isolants pour l'habitat. Et ensuite, il y a une autre partie qui va servir pour faire du compost. Jusqu'à aujourd'hui, c'était plutôt fait de façon expérimentale. On a testé des recettes où les fonds de cuve, qui donc est l'autre déchet produit pour notre process industriel, va aussi rentrer donc dans la recette du compost. Et là, il va falloir qu'on le développe beaucoup plus de façon industrielle. Et ensuite, donc, le dernier déchet qui est la vinasse. En 2017, il y a un projet Terre-Rome qui a été mené avec l'INRAE notamment, pour savoir comment recycler la vinasse et comment récupérer toute cette eau, parce qu'il y a quand même 90% d'eau dans la vinasse. Donc on est parti sur une sorte de station d'épuration où donc la vinasse va arriver dans un bassin d'aération. Donc les bactéries vont commencer à pré-dégrader la vinasse. Et ensuite, ça sera envoyé dans des filtres plantés. Donc, c'est les 3 bassins avec des plantes qu'on peut voir. C'est composé avec une membrane géofiltrante, des graviers et ensuite des plantes qui vont avoir plusieurs actions, dont la filtration, et vont permettre la percolation de l'eau à travers les graviers et les membranes filtrantes. Donc, de cette station d'épuration va ressortir de l'eau propre qui va pouvoir être utilisée pour irriguer les champs de bananes qui sont environnants. Et ensuite, le reste va sédimenter sous forme de boue et ça pourra être utilisé pour amender nos champs de canne. Par an, c'est quand même 20 000 mètres cubes d'eau qui sont recyclés. Et donc, les cultivateurs de bananes, eux, vont se servir de cette eau-là et eux ne vont pas prélever cette eau dans l'environnement. Donc, c'est quand même un gain énorme. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc pendant ces 10 dernières années, on a aussi fait d'autres actions en faveur de l'environnement, comme la réduction de nos rejets atmosphériques et la réduction des prélèvements en eau. En 2017, on a installé une nouvelle chaudière qui nous a permis de réduire de 90% nos émissions atmosphériques. Donc c'est quand même énorme. Et l'an dernier, on a mis en place un bouilleur qui permet en fait de vaporiser la vinasse. Donc la vinasse, au lieu d'aller directement dans notre station d'épuration, elle va faire une autre étape. Elle va aller dans ce bouilleur, se vaporiser et cette vapeur va être utilisée pour la distillation. Ça nous permet chaque année d'économiser 6000 mètres cubes d'eau, ce qui est aussi un gain énorme. Du coup, sur le diapositive suivante, je vous présente notre démarche RSE EDEN, donc qui veut dire engagé pour le développement durable de nos écosystèmes et de notre nature. En fait, en 2020, on a fait un état des lieux vraiment sur les pratiques favorables en faveur de l'environnement, mais aussi du social. Et de cet état des lieux est ressorti vraiment des actions, des axes d'amélioration. Et c'est pour ça qu'en l'an dernier, on a mis en place la certification Bon Sucro. La certification Bon Sucro qui va vraiment certifier les entreprises qui utilisent de la canne à sucre. Donc nous, on est certifié du champ jusqu'à la distillerie. Et ça va vraiment... Il va y avoir un audit où on va vraiment regarder tous les aspects sociaux, environnementaux. On va vraiment au-delà de la réglementation, les aspects bien-être des employés, des parties prenantes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Et on était très fiers de pouvoir être certifiés Bon Sucro l'an dernier. On était les premiers dans les Antilles à l'être certifiés. Et cette année, on a fait notre bilan carbone. Donc encore une fois, faire un état des lieux sur nos émissions de CO2, savoir où on en est, savoir quels sont nos pôles les plus importants d'émissions de CO2. Et de là, le mois prochain, on va faire des ateliers où on va déterminer quelles actions on va pouvoir mettre en place pour réduire nos émissions de CO2. Parce que ça va vraiment être le challenge à venir. Notre objectif de zéro déchet, lui, a été atteint, mais au niveau de la neutralité carbone, ça va vraiment être le challenge dans les années à venir, où on va devoir réussir à réduire nos émissions et arriver à la neutralité carbone. Merci beaucoup. C'est un bel exemple, effectivement, de mise en œuvre de dispositifs écologiques à partir de la production de rhum agricole. On va passer directement la parole, je pense, à Anne-Claire pour le CNES, qui je crois Marie-Anne-Claire, qui je crois avait une contrainte de temps. Effectivement. Est-ce que vous m'entendez bien? Absolument.
Vous êtes Bien, la écoutez, bienvenue. bonjour à tous et merci de me permettre d'intervenir dans ce forum. Donc moi, je vais vous parler de la décarbonation du centre spatial guyanais, donc le corps spatial de l'Europe, d'où décollent les fusées européennes Ariane 5 et bientôt Ariane 6 et les fusées Vega. Alors, je vais peut-être dire 2-3 mots en introduction sur ce qu'est le Centre spatial guyanais, parce que c'est certainement pour un certain nombre d'entre vous une entité assez obscure. Donc, en fait, c'est un site industriel, il faut vraiment le voir comme tel, qui fait 660 km², c'est-à-dire les 2 tiers de la Martinique, si je peux prendre une référence outre-mer, qui est énorme, 35 km de long sur un peu plus de 20 km de large, et sur lequel on trouve aménagé des pas de tir pour lancer les fusées de l'Europe spatiale. Alors, je dirais qu'en termes de volume de personnes, c'est 1600 emplois qui sont répartis sur à peu près 40 entreprises différentes, entreprises européennes. On parlait tout à l'heure je dirais, ouvrir les Outre-mer sur autre chose que leur propre territoire. Je crois qu'ici, le CSG est un bel exemple de justement cette capacité à s'ouvrir sur d'autres acteurs. Donc 1600 personnes sur 40 entreprises différentes et le Centre national d'études spatiales assure au CSG une double responsabilité. D'une part, une responsabilité en termes de sécurité, de sauvegarde des populations et de sûreté donc du centre spatial. Donc ça, ce n'est pas la dimension dont on va parler ce matin, mais également la responsabilité, je dirais, de type portuaire. Donc c'est un spaceport en l'occurrence, c'est-à-dire l'ensemble des grands réseaux, l'ensemble des grandes installations sol et des moyens qui sont mis à disposition des opérateurs de lancement, sachant que la fusée elle-même est construite par un industriel, soit Ariane Group, soit Avio, et que la commercialisation des lanceurs est faite par Ariane Espace, qui est l'équivalent, je dirais, d'Air France ou d'une compagnie aérienne. Alors, on va s'ouvrir aussi sur le futur vers d'autres opérateurs de lancement. Donc, on va quitter le giron, je dirais, purement institutionnel pour faire intervenir également des opérateurs commerciaux, puisque le spatial, aujourd'hui, devient de plus en plus un monde commercial avec les enjeux de compétitivité qui vont avec. Alors, devant ce nouveau virage, l'arrivée d'Ariane 6, l'arrivée de nouvelles versions Vega, l'arrivée de nouveaux opérateurs, évidemment, le centre spatial doit se moderniser. Et on a plusieurs axes de modernisation qui sont actuellement en place et qui vont nous permettre d'aborder le mieux possible l'ensemble de ces enjeux. Donc la digitalisation, on en a dit un mot tout à l'heure, c'est un autre sujet que la décarbonation, mais forcément c'est quelque chose qui ici est très important. La flexibilité, c'est-à-dire s'adapter aussi à de nouveaux opérateurs. Et puis enfin, la décarbonation. Donc la décarbonation, elle rejoint là pour le coup les enjeux RSE que s'est donné le CNES, qui est quand même un opérateur public qui porte les politiques de l'État, donc clairement qui s'inscrit dans cette démarche de verdissement de son énergie. Et pour le Centre national d'études spatiales, c'est essentiellement le CSG, puisque c'est nous qui sommes le plus gros, évidemment, consommateur d'énergie de tous les établissements du CNES, mais également qui sommes significatifs en Guyane, puisqu'on représente 15% de la consommation énergétique de la Guyane, soit à peu près par an 130 gigawattheures. Donc c'est un gros, je veux dire, nous sommes un gros consommateur d'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie en Guyane, elle n'est pas propre, donc tout le monde le sait, c'est soit du fioul, c'est avec la centrale de dégrade des Cannes, soit un barrage, mais un barrage qui a eu le mauvais goût d'immerger de la forêt primaire et qui du coup, en termes notamment de dégagement de CO2, et pas du tout, on va dire, vert. Donc le premier axe, ça va être évidemment la limitation de nos besoins. Donc ça veut dire avoir des bâtiments mieux isolés, ça veut dire mieux rationaliser les mètres carrés. Donc ça, c'est je dirais, une démarche assez classique qui est la même pour tous les établissements qui souhaitent diminuer, rentrer dans la sobriété énergétique, comme on dit aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi en parallèle le déploiement d'un grand réseau de rénovation de toute la production d'énergie. Donc déjà, nous avons comme objectif, en 2030, d'avoir 90% d'énergie verte qui alimente le centre spatial guyanais. Donc c'est un enjeu fort. Alors, pour atteindre ces objectifs, on déploie un certain nombre de dispositifs. Notamment, nous avons 2 centrales photovoltaïques qui vont être mises en place en autoconsommation. Ce sont des centrales photovoltaïques de 5 MW chacune. Nous allons également mettre en place 2 centrales biomasse de 5 MW également, mais elles ont cette particularité, ces centrales biomasse, de mettre au point
parce que nous, on est quand même aussi un vecteur d'économie, un vecteur, pardon, d'innovation des politiques publiques, donc on essaie de faire des choses nouvelles. Bon, le photovoltaïque n'est pas nouveau, ça c'est sûr, on utilise des technologies habituelles, même en climat amazonien, le climat ici est très rude. Mais en revanche, pour ce qui est des centrales biomasse, on se lance dans un nouveau procédé qui n'a jamais été testé en Amazonie, qui est la cogénération et qui a ce bon goût en fait de générer de l'électricité d'un côté et de l'eau glacée de l'autre. Et cette eau glacée, nous allons l'utiliser pour l'injecter dans nos circuits de climatisation et par ce biais-là économiser significativement l'électricité nécessaire pour la climatisation des bâtiments, qui sont nos premiers finalement postes de consommation énergétique. Donc avec ces 2 centrales photovoltaïques et ces 2 centrales biomasse et nos économies d'énergie associées, eh bien on aura une économie globale, enfin une production de 90% d'énergie verte pour nos propres besoins à ces horizons-là. Alors on s'est mis à un horizon un petit peu lointain parce que finalement ce qui est en ce moment très compliqué en Guyane, et vous le voyez peut-être aussi ailleurs dans les territoires d'outre-mer, c'est d'aménager des sites industriels avec des objectifs de préservation de la biodiversité et donc d'études des espèces en voie de disparition et de compensation. On les déplace, on déplace des chouettes, on déplace des grenouilles. Enfin bon, bref, on a tout un dispositif également d'accompagnement dans le respect de la biodiversité, puisque l'idée c'est quand même d'arriver à ménager à la fois ce site industriel et à la fois cette biodiversité très présente sur le CSG. Alors, on a un 3e dispositif, je dirais, qui également va nous permettre de verdir et de décarboner significativement notre activité, c'est la production d'hydrogène. Donc, les lanceurs utilisent de l'hydrogène liquide et nous avons sur le site du CSG une usine de production d'air liquide pour l'hydrogène liquide du lanceur. Il se trouve que le procédé qu'on utilise actuellement par cracking du méthanol est un procédé excessivement polluant et pas du tout économique au niveau sobriété énergétique. Et donc, on va le remplacer par un système d'électrolyse avec une nouvelle centrale. Donc, ça fera un troisième champ photovoltaïque qui alimentera qui alimentera une usine d'électrolyse de l'eau et qui permettra de générer de l'hydrogène avec 2 vocations, et c'est peut-être l'originalité aussi de ce projet. D'une part, de l'hydrogène pour le lanceur, procédé classique, je veux dire, de notre besoin, de notre mission primaire, mais également une partie significative qui sera orientée vers la mobilité en Guyane. Et on travaille là-dessus sur ce dossier, on travaille avec l'ADEME et avec la communauté territoriale de Guyane, de façon à pouvoir développer au sein de la Guyane des mobilités à base d'hydrogène, pour des bus notamment. La CTG, donc la région, s'est engagée à acheter des bus à hydrogène. Et également, les armées, qui sont très présentes ici en Guyane, réfléchissent à se doter de moyens de locomotion à base d'hydrogène. Donc ça veut dire, derrière cela, ça veut dire pas seulement avoir des bus et de l'hydrogène d'un côté, il faut avoir aussi un réseau de distribution. Donc là, on travaille avec la SARA pour que l'hydrogène soit distribué sur le territoire guyanais. Et puis aussi un centre de formation, de façon à ce que les jeunes Guyanais puissent se former à ces nouvelles technologies de l'hydrogène et pouvoir répondre à des ouvertures d'emploi qui ne manqueront pas d'être créées autour de ces nouvelles technologies. Voilà, donc on a, je dirais, d'une part la volonté, effectivement, je le dis, de décarboner notre énergie, mais d'autre part aussi d'en faire un outil, cette décarbonation, ces nouvelles technologies d'énergie durable, d'en faire un moyen de développement économique de la Guyane. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on voit que dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer, eh bien, l'industrialisation est en train vraiment de se mettre en place, et ça, on le constate en Guyane. Donc, on voudrait, nous, à travers les techniques et les technologies du spatial, permettre également à la société guyanaise de s'emparer de ces nouvelles technologies. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur la décarbonation du Centre spatial guyanais. Merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions à ce propos et commencer par vous, puisque vous avez une contrainte de temps. D'abord, c'est remarquable de voir que le spatial a à la fois des efforts locaux que vous venez de décrire et puis aussi des impacts qui sont plus globaux sur le changement, l'analyse du changement climatique et puis sur les améliorations agricoles, des pratiques agricoles à partir de l'espace. Il y a eu un numéro des Annales sur l'agriculture numérique qui traite ça. J'avais une question concernant l'hydrogène vert.
À quel prix est-ce que ça vous revient, si tant est que vous ayez le chiffre en tête ou un ordre de grandeur? Alors, le chiffre exact, je ne l'ai pas en tête. Ce que je peux vous dire, c'est que notre objectif, c'est que ça revienne au même prix qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas d'ambition économique sur ce sujet parce que, bon, on se doute bien que ces procédés sont nouveaux, qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, on ne s'est pas donné un objectif, je dirais, ça aurait été rédhibitoire de dire, par exemple, on veut faire de l'hydrogène vert et puis en plus, on veut le faire moins cher qu'aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'on y serait arrivé. Néanmoins, pour convaincre les industriels qui sont parce que c'est Ariane Group, hein, notamment celui qui fabrique le lanceur, qui est le premier client de l'utilisation de cet hydrogène. Lui, les propos énergétiques l'intéressent, le verdissement de l'énergie l'intéresse un peu théoriquement, mais dans la pratique, lui, ce qu'il voit, c'est quand même est-ce que son lanceur est rentable, est-ce qu'il arrive à le vendre. Et donc, effectivement, on s'est donné comme objectif de faire au moins aussi bien ou aussi mal, j'en sais rien, qu'aujourd'hui. D'accord, merci. Peut-être y a-t-il d'autres questions? J'ouvre le débat pour la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hervé. Oui, je vais démarrer en rappelant que le chat est ouvert et que des questions, bien sûr, peuvent arriver par le chat. J'ai une question très ponctuelle et une deuxième ensuite. À nos amis, M. Guillou et M. Terrien, sur la Guyane, justement, alors, si la question est anecdotique, elle ne mérite pas d'attention, mais tout de même, sur la Guyane, il y a à la fois une diminution du nombre d'entreprises industrielles et une augmentation de l'emploi. Je ne sais pas si ce décalage vous avez interpellé ou pas dans votre analyse. Est-ce que derrière, il y a une augmentation de la taille des entreprises industrielles en Guyane? En tout cas, je trouvais ce décalage entre la baisse du nombre d'entreprises, qui est un peu spécifique à la Guyane dans vos tableaux, et une augmentation de l'emploi interpellant. Je ne sais pas si vous avez un élément de réponse ou pas là-dessus. Globalement, d'ailleurs, pour compléter peut-être mon introduction de tout à l'heure, je trouve que la préparation de cette édition, mais vous l'avez très bien souligné, messieurs, et monsieur Waro ensuite, montre une dynamique industrielle au moment où on a beaucoup analysé la désindustrialisation de la France, en ayant conscience de bien d'autres difficultés par ailleurs, mais une réalité et une dynamique industrielle outre-mer qui est assez intéressante et qui n'était pas absolument évidente en amont de la préparation de cette édition. La deuxième question, plutôt pour le professeur Waro. Professeur, quand vous avez abordé le sujet, les perspectives d'avenir, avec en particulier la digitalisation, j'avais dit dans mon introduction combien je regrettais qu'on n'ait pas pu véritablement aborder ce sujet dans cette édition. Ma question est de savoir si vous avez un certain nombre de sujets et d'exemples concrets à La Réunion qui pourraient être développés ultérieurement peut-être dans nos travaux. En tout cas, au-delà de l'appel à la digitalisation, comment est-ce que vous évaluez l'état du front? C'est une bonne question. Non, je n'ai pas forcément de réponse à ce niveau-là, puisque je suis effectivement resté un peu sur les travaux théoriques. Et je crois qu'on est un peu au début de ce phénomène d'industrie 4.0. Mais oui, c'est un aspect quand même essentiel parce que une des contraintes principales du développement, enfin qui limite encore le développement industriel, c'est ce problème de surdimensionnement des capacités de production qui sont pas adaptées effectivement à la taille des marchés qui restent très petits, sachant qu'on a vraiment défini notre industrie comme une industrie d'import substitution, donc dont l'objectif c'est le marché local. Et effectivement, je pense qu'il faut maintenant réussir à monter en gamme dans tout ce qui est numérique, digitalisation, cobotisation, ce genre de choses pour peut-être économiser aussi des coûts à ce niveau-là et gagner en productivité. Mais je ne pourrais pas vous dire si les entreprises locales se sont déjà lancées concrètement sur ce type de démarche. J'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. J'aurais tendance à dire qu'on est encore au balbutiement en fait de ce phénomène. Compte tenu des points d'observation qui sont les miens, j'ai le sentiment en effet que ça démarre lentement. Voilà. Donc il y a un vrai sujet de savoir comment les choses peuvent être amorcées, peut-être des interrogations sur l'action publique dans ce domaine-là.
Ça a pu faire l'objet de discussions avec Bruno Bonnel, là, au secrétariat général pour l'investissement, mais il y a peut-être un manque de candidats à ce stade. Peut-être, Mathieu, tu voulais là-dessus? Non, j'ai une autre question sur Emmanuel, pour vous, D'accord. pour le Rome JM. Il y avait ma question à M. Guillaume-Terrien sur la Guyane. Oui, pour vous répondre sur la Guyane, donc, en effet, on a bien un nombre d'emplois qui augmente de façon assez dynamique en Guyane, puisqu'on a une hausse des emplois industriels de 2,5% par an en moyenne entre 2011 et 2021. En revanche, sur les entreprises, on s'est focalisé, nous, sur les créations d'entreprises et pas sur le nombre d'entreprises totales. Donc, on a en effet une légère baisse des créations d'entreprises, mais on ne s'est pas focalisé sur le nombre d'entreprises industrielles. Donc, là-dessus, on ne peut pas vous répondre directement. Autant pour moi. Juste une remarque sur la Guyane, l'emploi industriel lié à Ariane Espace. On est actuellement dans une situation de transition avant que Ariane 6 ne démarre, et alors que les lanceurs russes ne sont plus d'actualité et que les lanceurs italiens ont quelques hockey. Donc je ne suis pas sûr que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, on va avoir une croissance qui soit analogue à la prolongation par continuité. D'ailleurs, si je peux compléter là-dessus, c'est qu'effectivement, on a fait une étude. Il y a plusieurs facteurs. Il y a la transition Ariane 5, Ariane 6. Avec Ariane 6, un lanceur beaucoup plus compétitif, donc qui utilise moins de personnes. Mais également l'arrivée du numérique et de la digitalisation et de la téléaction qui va faire également qu'il va y avoir une baisse d'effectifs. On a estimé cette baisse d'effectifs à peu près à 200 personnes sur les 1600 de la base spatiale. Et avec un effet induit qui, en termes de, je dirais, de postes ou d'emplois induits qui va s'élever autour de 400 ou 500 emplois sur la Guyane, ce qui est énorme parce que nous représentons quasiment 15% des emplois industriels de la Guyane. Bon, moi, en ce qui me concerne, je vais devoir vous laisser. Je vous remercie encore et puis je vous souhaite. Merci à vous. Au revoir. Merci, madame. Monsieur Bergot, vous aviez une question. Oui, une question pour l'équipe JM. J'ai été vraiment impressionné par tout ce que vous avez fait et tous les efforts que vous avez faits. Est-ce que ça fait école? Est-ce que vous êtes imité? Est-ce que vous donnez envie localement en disant tiens, ils font ça? Est-ce que ça se diffuse ou c'est vraiment pour l'instant un effort un peu de votre entreprise uniquement? Ouais, je vais essayer de te répondre de façon très objective, Mathieu. La difficulté, en fait, c'est que les tailles d'entreprises et les orientations des entreprises, des distilleries de la Martinique, sont assez hétérogènes. Et la difficulté que l'on a, c'est qu'on a malgré tout une pression je dirais, réglementaire européenne, notamment, qui est très forte. Je vais te donner un exemple très simple, c'est les normes d'émissions atmosphériques des chaudières qui ont évolué en 2018. Et aujourd'hui, dans la zone Caraïbe, on peut se prévaloir d'être les seuls à remplir je dirais, ces objectifs, ces contraintes, cette limite, pour une raison très simple, c'est que à un moment donné, on a changé de chaudière à l'instant, juste avant le changement de la mise en place de cette nouvelle réglementation, et que le changement de cette chaudière nous a amené à nous poser des questions sur les rejets. Mais quand la directive s'est imposée à tout le monde en décembre 2018, personne n'était au courant. Donc il y a un déficit d'information, il y a un déficit de connaissances. On a des distilleries qui ont des chaudières qui datent qui ont plus de 100 ans et qui fonctionnent toujours. Donc c'est un débat avec l'administration qui est relativement important. Je pense que chacun, malgré tout, essaye de faire au mieux en fonction de ses contraintes, de ses possibilités. Oui, on est malgré tout content d'être un peu le leader de cette évolution de responsabilité environnementale. Et on va continuer à la poursuivre parce que j'ai des discussions très prochainement avec la SARA sur la question de l'hydrogène, qui se pose également à nous en termes je dirais, d'utilisation d'énergie. On a une question de la salle, alors je vais tenter de lui donner la main. Monsieur Lessen. C'est ça. Donc,
micro est ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. oui, nous vous entendons. Vous pouvez poser votre question. Écoutez, j'aurais deux questions, si vous permettez. La première, elle s'adresserait plutôt aux représentants de l'IEDOM. Comment expliquer le maintien d'une insuffisance d'équipement, des retards d'équipement dans les industries, alors que les financements bancaires, depuis 10 ans en tout cas, si j'ai bien compris, sont à peu près 3 fois plus élevés en moyenne annuellement que ce qu'on constate en métropole. Et la deuxième question s'adresserait plutôt au professeur Waro. À titre personnel, je partage totalement l'importance des exportations et de l'ouverture à l'environnement régional et international, et de la nécessité que cette ouverture soit accompagnée par notamment l'Union européenne. Et ma question, elle est un peu naïve, il voudrait bien me pardonner, mais comment expliquer qu'on n'y arrive pas alors qu'il y a des opportunités quand même très intéressantes et que l'on voit à peu près où se nichent les difficultés. Voilà. Merci. Bien. Alors, les représentants, messieurs Terrien et Guillaume. Oui, je vous remercie pour votre question. Alors, en fait, on n'est pas rentré dans les détails, mais la question est tout à fait justifiée. En fait, comme l'a dit Aurélien Guillou, on constate une forte progression des encours de financement bancaire sur certains secteurs quand même. Enfin, c'est assez différencié selon le secteur, et notamment sur le secteur de l'énergie. Et alors là où on ne vous l'a pas présenté, c'est que par contre, les statistiques que l'on a fait sur les retards d'équipement, elles sont aussi très différentes. Enfin, on a des résultats qui sont assez diversifiés selon les secteurs. Et il se trouve que les retards d'équipement les moins importants sont justement sur les secteurs où il y a eu une plus forte progression des évolutions des financements bancaires. Donc il y a une corrélation inverse, et qu'on comprend assez bien finalement, entre l'évolution des financements bancaires et les secteurs dans lesquels on constate des retards d'équipement, c'est-à-dire que ceux qui se sont le plus endettés, ce sont ceux aussi qui ont le retard en équipement les plus faibles, bien souvent. Alors, dans l'endettement, il n'y a pas que pour faire de l'investissement et pour rattraper, mais en tout cas, il y a une corrélation assez inverse, assez significative, et notamment c'est très très net pour l'énergie, hein, puisque c'est eux qui absorbent la plus grande partie des financements bancaires, et c'est eux aussi pour lesquels on a les retards d'équipement les plus faibles. Si je peux compléter, il y a le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie avec le nickel, dans lequel, au cours des 6 dernières années, il y a tout de même un déficit cumulé de 10 milliards, dont 6% pour la SLN seulement, mais 94% pour les deux autres, et qui traduit aussi un problème d'investissement, de modernisation qui est devant nous maintenant. Alors, et si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, la SLN, enfin la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment un cas particulier, notamment pour les métallurgistes, parce qu'on constate qu'ils ont finalement relativement peu d'encours de crédit bancaire quand on regarde. Par contre, ils ont beaucoup d'endettement vis-à-vis. Alors, lorsqu'il y avait les financements par les maisons mères, on voyait vraiment un financement par les maisons mères très important, voire par l'État. Enfin, donc mais le financement bancaire des métallurgistes calédoniens est plus faible qu'on ne se l'imagine parfois. Donc, quand on a un résultat négatif, les banquiers regardent ça avec circonspection. Voilà, on peut le dire comme ça. Merci. Alors, l'autre question portait pour monsieur le professeur O'Haraud. Je vais la compléter légèrement concernant l'exportation. Vous avez mentionné les possibilités sur le tourisme de luxe ou ce qui accompagne le tourisme de luxe. Vous pensez à quelle zone? Vous pensez aux Seychelles, à Maurice, à d'autres, ou plus généralement? Oui, alors c'est effectivement sur les exportations. Bon, les contraintes, elles sont déjà relativement bien connues. Alors, c'est vrai que déjà sur le chiffre global, on doit être à peu près entre 300 et 400 millions d'exportations chaque année, ce qui est rien. En fait, nous n'exportons quasiment rien.
Si vous enlevez le sucre, le poisson, le rhum, qui doivent bien représenter la moitié, vous enlevez les réexportations et que vous enlevez les déchets, il reste plus grand-chose en fait hein, pour le reste. Donc effectivement, on a un gros souci en termes d'exportation. D'abord parce que ça n'a jamais forcément été la volonté première du modèle industriel. Hein. On a dit qu'on a créé le modèle industriel dans une logique de pure substitution. Hein. Donc tout a été conçu pour ça, les réseaux ont été montés pour ça. Et donc, oui, donc on voit bien qu'on est encore enfermé sur les exportations dans les biens un peu traditionnels vers l'Europe, soutenu, alors même si depuis 2017, effectivement, il y a beaucoup moins de soutien européen avec la libéralisation du marché sucrier européen, mais malgré tout, il y a encore des aides d'État qui continuent à donner une certaine incitation à maintenir cette spécialisation. Et puis, vous voyez, donc on est sur l'industrie d'import substitution, donc protégée, donc avec peut-être un manque d'incitation aussi pour les acteurs à se faire violence et à faire un dépassement de fonction et aller chercher un petit peu les marchés à l'exportation, sachant qu'on n'est pas forcément compétitif sur tout un tas de domaines par rapport à des concurrents internationaux. Donc, il faut déjà savoir quoi exporter. Donc, c'est forcément des biens à haute valeur ajoutée parce que sur l'aspect des prix, on ne pourra pas s'aligner de toute façon sur la concurrence internationale. Mais je pense qu'il y a quand même matière à faire des choses dans ce domaine-là. Hein. Alors, le problème, c'est que là, on est tombé un peu peut-être, je dis un peu, je mets vraiment entre guillemets, dans le piège de la facilité des exports qui était de miser sur le tourisme, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais de là en faire une priorité, pour moi, c'est assez dangereux. On pourrait passer encore une conférence entière à parler de ça. Mais donc, oui, il n'y a pas eu beaucoup d'incitation pour l'instant, en tout cas dans le sens des exportations de marchandises et de services autres que le tourisme. Et puis, sur le tourisme de luxe, même si, alors c'est pas parce que je dis que le tourisme ne doit pas être l'obsession du territoire qu'il faut pas en faire malgré tout. Il y a quand même des opportunités à exploiter dans ce domaine-là. Moi, ce que j'entends par tourisme de luxe, oui, je suis encore sur le luxe, c'est-à-dire tourisme haut de gamme, hein, pas tourisme de masse, hein, certainement pas. Et en fait, pour moi, il faut associer en fait effectivement développement industriel, notamment dans l'agroalimentaire chez nous, et tous les petits marchés touristiques de luxe qui nous entourent. Oui, les Seychelles, oui, Maurice, oui, Maldives, mais il ne faut pas oublier que juste au nord de l'océan Indien, il y a tous les petits États arabes, hein, notamment du Golfe, comme les Émirats arabes unis, comme le Koweït, le Qatar, même l'Arabie saoudite est en train de développer du tourisme de luxe. Et ces marchés-là ne produisent quasiment rien sur le plan alimentaire, importent quasiment tout. Et donc, qui dit tourisme de luxe, ils ont besoin de produits de qualité. Voilà, et donc, ils ne sont pas forcément donc, qui dit produits de qualité, ils ne vont pas être très, très regardants sur les prix. Donc, je pense qu'on peut effectivement, et en plus, on a un avantage vraiment qui probablement n'est pas forcément disponible ailleurs, c'est qu'on sait faire du halal à La Réunion, on sait le faire. Voilà. Et donc, on a les normes sanitaires qui jouent en notre faveur, on a ces normes un peu culturelles qui nous permettent effectivement aussi de nous aligner sur des marchés un peu spécifiques comme cela. Et donc, on sait faire de l'agriculture de qualité et on sait faire de l'agroalimentaire de qualité. Voilà. Donc, je pense qu'après, il y a un problème de connexion de réseau. Voilà. Est-ce que les réseaux existent? J'ai pas l'impression. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire effectivement en termes de connexion, de construction de réseau, peut-être sur ces destinations-là. Merci pour cette excellente idée. Y a-t-il d'autres questions? Nous arrivons à 13h33, donc nous sommes un peu en fin de parcours de cette conférence, mais vous êtes les bienvenus si vous avez une ou deux ultimes questions, et sinon, je vais vous remercier tous pour ce que vous avez réussi à faire ensemble. Merci. Pas d'autres questions? Eh bien, dans ce cas-là, merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Un dernier mot concernant ce numéro des Annales, vous êtes bien sûr les bienvenus à le diffuser aussi largement que vous pouvez, surtout par voie numérique puisqu'il est gratuit, et donc avec vos propres réseaux, ce sera bienvenu. Voilà, bonne journée.